Bonsoir à tous. Soyez un peu disciplinés tous Bonsoir. les deux. un peu de tenue parce que c'est une webconférence ce soir. Alors une de plus sur l'hépatite C. Pourquoi finalement? Je crois que c'était fini l'hépatite C. Oui, alors l'hépatite C est censée bientôt disparaître, mais il faut quand même encore en parler. Alors là, bon, ça c'est pour rappeler que nos deux prochains rendez-vous, qui devaient être à la fin, mais qu'on présente maintenant, qui sont les prochains webstaff, 14 juin, 5 juillet, vous pouvez envoyer vos fiches, n'hésitez pas. C'est sur l'adresse qui est indiquée là-dessus. On en a déjà reçu d'ailleurs. On en a déjà reçu. Alors pourquoi cette webconférence sur l'hépatite C? D'une part parce que tout bouge énormément et l'idée de fond était de faire une petite synthèse des dernières mises au point, les recommandations, les dernières données disponibles concernant les nouvelles associations médicamenteuses disponibles, la prise en charge en général, pas que les traitements, parce qu'on voit bien dans nos cabinets respectifs que si on n'est pas impliqué en hépato, ça bouge tellement vite qu'on a besoin d'informations. Moi je vois ça avec mes associés régulièrement. Donc l'idée c'est de faire une mise au point sur l'existant en 2017, sachant que tout ce qu'on va dire maintenant, évidemment en 2018, changera probablement. L'autre raison, c'est peut-être que finalement la prise en charge de l'hépatite C par les libéraux a été un petit peu diminuée en degré de prise en charge et remonte actuellement vu la simplicité des traitements. On a fait interféron, on a moins fait interféron plus tenofovir ou boceprevir, on refait plus de traitements maintenant. Finalement, les thèmes qu'on va traiter aujourd'hui tourneront autour du dépistage, vous voyez ça à l'écran, des associations médicamenteuses, des durées de traitement, de la jonction ou pas de ribavirine, et puis des thèmes qui sont récurrents en ce moment parce que importants, je pense, qu'on rappellera concernant la cirrhose, les rechutes, la résistance, les comorbidités, la réinfection. Donc des thèmes qu'il faut sans cesse rappeler pour une prise en charge optimale. Bertrand, Thierry. tout a commencé il y a 3-4 ans. Et Oui. si on n'avait pas défendu la cause des libéraux, je pense que je me demande où seraient actuellement les libéraux, où on en serait pour traiter l'hépatite C. On en prendrait moins en charge, donc c'est sûr qu'il faut défendre nos activités, c'est ce qu'on est en train de faire en essayant d'apporter de l'information pragmatique et synthétique. C'est ce qu'on va essayer parce que... C'est le bon moment de reprendre la main parce que les Ouais. choses se sont simplifiées quand même. Et puis c'est pas que le traitement, c'est la prise en charge globale du malade. Et ça, on est finalement assez bien placé pour ça parce qu'on peut les suivre Et longtemps. d'autant plus que les patients difficiles ont en grande partie été traités Ouais. et que restent maintenant des patients qui sont en ambulatoire, en ville, en secteur extra-hospitalier. Au programme ce soir, le dépistage. On va parler de dépistage ciblé, universel, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Traiter tout le monde, c'est quand même la grande nouveauté de 2017. L'ouverture du traitement, avec beaucoup moins de contraintes qu'il y a 3-4 mois encore. Mais est-ce qu'il faut vraiment traiter tout le monde? Est-ce que c'est intéressant? Quel est le bénéfice que peut attendre un patient qui n'a pas de maladie hépatique grave? Le bilan à faire avant traitement, parce qu'on verra que le maître mot finalement de toute cette webconférence, c'est le mot simplification. Quel bilan faire avant traitement? Comment traiter les molécules actuelles? On refera un petit tour d'horizon pour classer les choses. Les recommandations de 2017, qui sont plus précisément celles de l'AFEF d'il y a 2 mois, du mois de mars dernier. Ce qu'on appelait les populations particulières, autant de l'interféron, de tenofovir, boceprevir, voire du début des antiviraux directs. Est-ce qu'il y en a encore de ces populations particulières? Et puis des thèmes qui sont des thèmes, on va dire, d'actualité, notamment dans les congrès, la résistance aux antiviraux, impact pratique, l'alerte sur le risque ou le risque ou pas de carcinome hépatocellulaire favorisé par le traitement antiviral. On va faire la synthèse des données qui sont plutôt rassurantes. Qu'est-ce qu'on entend par guérison? Qu'est-ce qu'implique la guérison virologique d'un patient? Et puis, un point de repère simple également sur les molécules qui arrivent réellement bientôt et non pas des traitements qui sont théoriquement présentés académiquement sur les années à venir. On va juste parler de l'année 2017-2018. Donc finalement, une heure peu académique, interactive. Je vous incite énormément à poser des questions par chat parce qu'on va essayer d'y répondre en direct. Donc partagez vos impressions, votre pratique et posez vos questions. On est là pour essayer d'y répondre et c'est avec plaisir qu'on va lancer le débat avec le dépistage. Et je sais, j'ai un trou de mémoire, c'est Nathalie qui commence. Toujours.
des Bah, dames le d'abord. dépistage, évidemment. Le dépistage, c'est quand même ce qui reste le plus important maintenant qu'on a des traitements qui guérissent tout le monde. Mais est-ce que on doit dépister comment? C'est vrai qu'avec les anciens traitements, l'interféron pégylé et la ribavérine, si vous aviez 100 patients, on en dépistait 20%, on en guérissait 10%. Donc il faut reconnaître qu'on n'était pas quand même très très brillant. Finalement, maintenant, avec 95% de réponses et de guérison, de réponses virologiques soutenues, sur les 100 patients, ça veut dire que pour les patients dépistés, si on est à 20%, on guérit presque tout le monde. Donc on en guérit presque les 20%, ça fait 19%, mais finalement on ne progresse pas tellement puisque les guéris, on passe de 10 à 19%. Donc on ne gagne pas grand-chose. Et en fait, tout repose sur le dépistage, parce qu'il n'y a que si on augmente le dépistage, si on passe de 100% à 90%, on peut avoir le droit d'être un peu utopique, qu'on arrivera à guérir pratiquement tout le monde. Donc pour avoir 85% de guérison, il faut avoir dépisté. On ne peut guérir et traiter et guérir que les gens dépistés. Donc vraiment, la cible des années à venir reste maintenant le dépistage, parce que si on ne connaît pas les malades, on peut pas les traiter. Qui a longtemps été un dépistage ciblé. Voilà, alors les recommandations qu'on nous donnait toujours, c'était anciennement les transfuser, les tatouer, les percer, les hémodialyser, enfin tout un tas de séries, et ça rendait le dépistage difficile parce que finalement fallait aller chercher dans les antécédents des gens, et puis on a reciblé les choses en disant finalement le grand réservoir c'est les usagers de drogue, ils ont une prévalence supérieure à la population générale, ce qui est évident, on est de l'ordre de 30%, donc c'est d'infecter chez les patients usagers de drogue, donc c'est vrai que c'est le gros réservoir. En plus, il y a le risque de recontamination et de dissémination d'une maladie contagieuse, comme on a dit. Les détenus, parce que là aussi c'est important, bien que ce soit beaucoup plus bas, parce qu'on est de l'ordre de 5 à 6%, donc la pêche est moins bonne, on va dire, et puis les migrants et les sujets en situation précaire. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de migrants, en particulier des pays de l'Est, qui sont assez infectés. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment suffisant d'aller chercher les patients uniquement ciblés? Et ça, on va demander à Thierry s'il est d'accord avec ça. Alors avant, les patients difficiles, en particulier chez les usagers de drogue et chez les patients qui ont une consommation d'alcool, peut-être finalement le plus simple, ils ont souvent peur des prises de sang, ils sont un peu hors du circuit de prise en charge, ils sont difficiles à piquer. Finalement, il faut avoir le fibroscan assez facile parce que c'est un premier abord pour les alpaguer et leur proposer des prises de sang. Et puis un petit mot aussi sur des nouveaux tests qu'on appelle les tests rapides d'orientation diagnostique, les TROD. Alors c'est peut-être pas complètement pour les libéraux, mais c'est important de savoir que ça existe. Ça se fait facilement, c'est une alternative, il y a un rendu rapide. Par contre, ça ne se fait pas partout non plus, puisqu'il faut avoir une autorisation. Donc c'est plutôt pour les associations qui ont fait une demande, plutôt pour les centres d'usagers de drogue. Mais il faut savoir que ça existe et que ça peut être aussi une façon de dépister chez des gens qui sont un petit peu hors des circuits. Tu connais le coût? Le Non. coût, si, c'est pas très cher et en même temps cher parce que les associations doivent les acheter. Voilà. C'est de l'ordre d'une dizaine d'euros. Et avec une excellente spécificité, c'est facile à faire, sensibilité, c'est très, excellente. voilà. Alors excellente. ça ne dépiste que l'anticorps. Ouais, Après, il faut excellent. aller, mais c'est très. Par contre, c'est ça très dépiste le performant. VIH en même temps. Alors Alors c'est ça, pas le c'est même autre TROD. chose. C'est pas le même pas le même TROD. TROD. mais on peut faire Il y aura les dans le deux futur ensemble. des associations dans le même TROD où il y aura même le VB, C, le VHB. B et le VIH. Les trois. Mais ça, c'est pas encore sorti. Par contre, par expérience, je collabore dans un XAPA. Ça dépend, je pense, des lieux, mais Voilà, ça les dépend patients des- refusent quand même assez rarement, finalement, des prélèvements sanguins. Ouais, tu sais, c'est Ça le dépend des côté centres, vitesse ça dépend. de réponse aussi. Oui, la réponse immédiate, Voilà. mais qui demande une confirmation après. Parce malgré que tout, il y a pas mal de ça de permet de les garder topos. dans le soin. Il y a pas mal de topos qui ont montré, par exemple, chez les détenus, un parcours qui est extrêmement difficile entre le moment où on propose la prise de sang et le moment où elle est faite, où elle est rendue, etc. On perd souvent 1 mois et demi, quoi. Ouais. Donc là, le trot, c'est immédiat, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même un gros intérêt. Et ça peut être des dépistages, on a fait sur les marchés, tu vois, dans le grand Ah oui, ça, public ça aussi. vient, ouais. Et c'est- Mais le fibroscan a cet intérêt-là aussi, c'est de Voilà. pouvoir faire en Ouais. consultation Bah, bien sûr. chez les hépatologues qui collaborent avec des XAPA. Ou autre spécialité. Ou Autre d'autres spécialité spécialités aussi. tout à fait. Il n'y a pas que le dépistage ciblé, Thierry. Alors, on va avancer. Et Bah, donc, oui, en fait, on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas envisager un dépistage chez tout le monde? Alors, les résultats là-dessus sont discordants. Plusieurs études ont été menées récemment et c'est très intéressant parce que finalement,
on en retire qu'il y a un gradient nord-sud. Et quand on fait des études dans le nord ou dans des régions très policées comme la Suisse, on se rend compte que le bénéfice, il est nul. C'est-à-dire qu'on dépiste des gens qui étaient déjà connus, et parmi eux, ce sont pratiquement tous des gens qui ont des facteurs de risque. Donc, bénéfice quasiment nul. En revanche, lorsqu'on regarde chez les baby boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1945 et 1965, on trouve quand même une prévalence de 1,4% aux États-Unis, donc ce qui est quand même au-dessus de la moyenne. Donc, c'est intéressant. Et puis, une étude espagnole qui avait montré que lors d'un prélèvement systématique proposé dans une clinique orthopédique, eh bien, finalement, on détectait des nouveaux patients. Hein, et ce qui était très intéressant, c'est que il y avait un tiers de patients qui n'étaient pas connus porteurs de VHC, et parmi eux, 2 tiers n'avaient pas de facteur de risque déterminé. Donc, ça va un petit peu, ça complète ce que vient de dire Nathalie. Donc sûrement, on ne peut pas dire c'est bien ou pas bien. Il y a sûrement donc des conditions qui rentrent en ligne de compte, contre évidemment, vous le savez que notamment la sérologie anti-VHC est directement corrélée, comme pour l'AB, avec la CMU en France, donc l'immigration, la précarité, le niveau d'hygiène, et comme l'a dit évidemment Nathalie, avec des facteurs de risque particuliers. Mais dans une population générale, eh bien, c'est intéressant. Alors maintenant, l'idée, c'est de penser, il faut que vous pensiez, que nous pensions à tous les gens qui pourraient avoir du VHC, donc les asthéniques, les dépressifs, j'aurais mis dépressifs, les arthralgiques, bien sûr, les arthralgiques, c'est pas possible. Et en fait, il est vrai... C'est ceux qu'on suit depuis des années, en fait. Et en fait, les gens qui sont fatigués, on en parlait, les colopathes, les fibromyalgiques, et on en parlait en disant que finalement, les patients fatigués, ils viennent tous vous voir avec un dosage de TSH, voire de l'hémoglobine. Et en fait, pensons à faire une recherche du VHC, notamment en ciblant peut-être plus les gens à risque, c'est-à-dire ceux qui ont un risque de maladie grave, c'est-à-dire l'homme de plus de 50 ans. Et les arthralgiques, on leur fait la ferritine. Et ben voilà, et ben le fatigué, l'arthralgique, pensez, c'est pas grand-chose. Au même titre, alors quand tu parlais tout à l'heure du dépistage dans les populations, enfin avec le risque les chances de guérison, je pensais en même temps à l'instant au dépistage du cancer avec l'ODLC. Je prendrai l'exemple de mon département qui est l'Isère, qui est un département entre guillemets modèle par rapport à la moyenne nationale, alors que c'est proposé, que c'est gratuit, etc., et que c'est devenu très simple. Nous sommes modèle et on n'a que 41% d'adhésion au projet de l'hémoculte. Ce qui est bien, on est donc, à 28% dans l'euro. Voilà, tu vois. Voilà. Dans l'euro, donc... Voilà. Non, mais c'est vrai d'avoir le réflexe des gens qu'on suit depuis longtemps, et puis finalement... Donc en fait, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de recommandation, mais dans la mesure où le traitement est pour tous, pourquoi ne pas dépister tout le monde à un moment donné, et au moins une fois dans sa vie, bien sûr. Donc, et plutôt quand même, si on veut être coefficace, il y a eu quelques papiers là-dessus, c'est plutôt finalement chez la personne vers 50 ans, entre 50 et 60 ans. Et c'est l'esprit de ce qui n'est pas ni une recommandation ni un consensus, mais du rapport du mot. Exactement. Suggérait de faire au moins une fois chez tout adulte depuis 18 ans un dépistage des 3 virus. Ce qui ne reste pas dans les habitudes, parce que même par exemple quand on parle avec les généralistes, ils sont plutôt ciblés sur les personnes à risque sexuel, etc. Et ils ne pensent pas du tout à la femme âgée de 60 ans qui a été transfusée pendant sa grossesse. Âgée de 60 ans? Oui, c'était pour toi. C'est médiocre. Maintenant qu'on a pu arrêter de vous disputer sur l'âge des uns des autres, vous êtes des jeunes et voilà quoi. Maintenant qu'il n'y a plus de limitation importante dans l'accès au traitement en fonction de la gravité de l'hépatopathie, la question qu'on peut légitimement se poser, à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement pourquoi traiter tous les patients et en particulier les patients peu sévères. Oui, parce que jusqu'à maintenant, on nous disait qu'il faut traiter que les F3, F4. Et on a toute une série de patients F0, F1, F2, finalement. On leur disait depuis longtemps que ce n'était pas la peine d'être traités. Et maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? Pourquoi subitement on change d'avis? Donc les intérêts de traiter, c'est vrai que, bon, d'abord, on a un peu oublié, mais l'hépatite C, c'est une maladie contagieuse, finalement, une maladie infectieuse, et que peut-être la guérison permet d'éliminer les transmissions. Et puis, quand même, l'amélioration ou l'absence d'aggravation d'un certain nombre de choses, en particulier de la fibrose, même s'ils en ont peu au départ et peut-être depuis longtemps. Et deuxièmement, ce qu'on appelle globalement les manifestations extra-hépatiques.
Et puis ce qu'on oublie parfois un peu aussi, les gens qui ont cette espèce de pesanteur et de chape de plomb liée à l'hépatite C, une amélioration de la qualité de vie qu'on voit quand même quand on les guérit. D'abord le poids psychologique de la maladie chronique, d'avoir un virus, et puis, comme on le verra un peu après, les problèmes d'asthénie, de troubles de concentration, de mémoire, tout ça qui ne sont pas négligeables dans la vie quotidienne. Un patient peu sévère peut quand même s'aggraver. Oui, alors on est un peu surpris, mais on le sait puisqu'on suit des patients depuis un certain nombre d'années. Mais finalement, un F2, maintenant on les traite tous, hein. Mais quand même, reprenons ces chiffres qui sont tout de même très intéressants, c'est que 60% des patients F2 vont évoluer vers une cirrhose en l'espace de 6 ans, comme le montre cette diapositive. Donc c'est très intéressant. D'autre part, même des patients qui n'ont pas de fibrose, qui sont F0, voire F1, qu'on avait tendance à ne pas traiter, et bien parmi eux, en 9 ans, 6%, ce qui n'est pas beaucoup, mais 6% uniquement des porteurs de VHC, sans évoquer les comorbidités, et Nathalie va en parler tout à l'heure, donc sans parler de surpoids et d'alcool, 6% des gens qui ont que du virus C, en 9 ans, peuvent faire... Qui n'avaient pas de fibrose, F0. Qui étaient sans fibrose, Ouais, c'est ça, et qui vont évoluer vers une cirrhose en 9 ans. Mm. Donc, il y a un impact sur la survie sans cirrhose, en fonction de la réponse au traitement, et d'autre part, une survie globale, qui est bien sûr extrêmement modeste lorsqu'on a affaire à des patients qui sont sans cirrhose au départ, sans rien, qui n'ont rien, et sur la survie, mais ça impacte quand même aussi bien le risque de cirrhose que la survie. Donc voilà, donc on n'a pas beaucoup d'arguments pour dire que quelqu'un qui est assez jeune ou moins jeune ne pas éradiquer le virus C. On a du mal à penser qu'on peut laisser comme ça. Finalement, on n'a plus tellement d'arguments maintenant pour ne pas traiter. Non. C'est presque dans l'autre sens que C'est presque dans le sens. Voilà. Et depuis 2-3 ans, on a beaucoup plus qu'avant des données dans les congrès et des communications concernant des manifestations autres que hépatiques. Oui, on était resté au départ sur nos vieilles idées. Non, il n'y a que le foie. Le virus C, c'est que le foie, même si les malades se plaignaient d'autre chose. Et en fait, de plus en plus, en particulier avec les internistes, qui ont quand même un regard un petit peu différent, on s'aperçoit que finalement, les conséquences du virus C ne sont pas que liées au foie. Et c'est vrai qu'on a déjà un petit peu parlé, tout le problème des asthénies invalidantes, des arthralgies, des problèmes cardiovasculaires, neurologiques ou neurocognitifs, qui étaient mal connus et qui commencent à le devenir un petit peu plus, on va y revenir après, et puis des choses qui étaient un peu plus connues comme les cryoglobulinémies avec leurs complications de vascularite, plus rares aussi, qui étaient mieux connues mais plus rares, comme les lymphomes, donc maintenant on sait qu'on traite le lymphome aussi par le traitement du virus C. Donc tout ça, c'est des notions qu'on avait moins bien et qui peuvent être aussi des indications de traitement et de bénéfices pour les malades, indépendamment du virus C lui-même finalement. Et donc on a fait depuis un certain temps des associations statistiques, mais par contre on a maintenant aussi la preuve avec le traitement. Oui, c'est ça. Puisque quand on voit par exemple, alors ça c'était des manifestations extra-hépatiques liées à la cryoglobulinémie, mais c'est vrai aussi en dehors, par exemple fatigue, purpura, arthralgie, neuropathie et atteinte rénale, ici liées à une cryoglobulinémie, on voit que quand on voit le pourcentage des effets au début du traitement en bleu, et puis au moment de la réponse 12 semaines post-traitement, quand les gens ont une RVS, on voit une diminution drastique des effets secondaires, enfin des effets manifestations extra-hépatiques, et c'est vraiment impressionnant. Et du coup, ça permet aussi, les gens ont une amélioration globalement de plus de 60%, et ça permet par exemple aussi de pouvoir arrêter les traitements corticoïdes ou immunosuppresseurs, parce que les gens s'améliorent beaucoup, et ça c'est vraiment un gain aussi pour les patients, et cliniquement c'est vraiment impressionnant. C'est assez net, oui, c'est très net. Et puis depuis quelques années, et notamment grâce aux équipes françaises et italiennes, on a l'amélioration, enfin les notions de lien avec tout ce qui est cardiovasculaire, neurovasculaire. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup d'études qu'on n'a pas détaillées ici, mais là, il y avait des méta-analyses assez importantes. Tout le côté d'augmentation de l'incidence des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, qui n'était pas évident au départ, mais maintenant c'est bien démontré dans plusieurs études. L'augmentation des cardiomyopathies ischémiques, on avait une petite notion quand on mettait de l'interféron, on disait ça aggrave les cardiomyopathies, etc. Mais en fait,
C'est aussi dans l'autre sens, c'est qu'il y a plus de cardiomyopathie ischémique chez les patients qui ont du virus C, et globalement, ça augmente quand même assez nettement la mortalité cardiovasculaire globale. Donc ça, c'est une première approche. Et vous voyez par exemple ici sur la cohorte CIRVIR avec beaucoup de patients, 878, qui avaient une cirrhose liée au virus C, surveillée régulièrement. Et quand on regarde les événements, l'incidence des événements cardiovasculaires, quand vous n'avez pas de réponse virologique soutenue en rouge, vous avez 15%, alors qu'il y a une nette diminution à 2,3% chez les gens qui ont une réponse prolongée. Donc on gagne, alors on ne guérit pas toutes les maladies vasculaires en guérissant le C, mais on diminue très nettement les événements cardiovasculaires. Et il y a une autre diapositive suivante. Ah ben non, finalement on l'a retiré. Bon, c'est pas grave. Retiré, mais c'est pas grave. C'était à peu L'autre près la aspect, même chose, c'est mais les problèmes neurovasculaires, mais aussi voilà. les problèmes neurocognitifs. Et du coup, les problèmes neurocognitifs, mal connus parce que mal appréhendés, difficiles à mesurer et l'amélioration aussi, mais il y a eu beaucoup quand même de questionnaires de qualité de vie dans beaucoup d'études et ça ressort très bien. Comme on disait, les gens chez qui il faut dépister le virus C, tout le côté dépressif, fatigue, c'est un espèce de cercle vicieux. Quand on est fatigué, on est plus déprimé. Les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, les troubles de la mémoire, qui sont importants par exemple chez l'enfant aussi, on en parlera tout à l'heure. Toutes ces manifestations extra-hépatiques dont on a parlé là peuvent finalement justifier d'éradiquer le virus C en elle-même, même si la fibrose n'est pas si importante que ça, indépendamment de ce que... Ce qui est la grosse différence entre le virus B et le virus C. C'est le côté tropisme cérébral du virus C. Et on sait qu'on détecte des brins d'ARN du virus C dans le cerveau et qui a l'impact sur la glie du cerveau, GLIE, du cerveau humain, et donc manifestement, et moi je trouve toujours passionnant ce sujet parce qu'il y a sûrement une partie de ces fameuses fibromyalgies qui s'explique ça sera peut-être le début de la compréhension de ce mécanisme d'une fibromyalgie qui est une maladie mystérieuse. Parmi celles-ci, il y en a qui sont sûrement viro-induites par des brins de virus qui interfèrent et qui entraînent une inflammation au niveau cérébral. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est le fait qu'on a parfois des remarques, ça m'est arrivé récemment, de patients qui rapportent des améliorations de symptômes qu'ils n'avaient pas pensé à signaler. Et assez souvent, je trouve, d'une part, des arthralgies. Des douleurs musculaires. On aurait peut-être pu poser la question de façon un peu plus appuyée. Et puis, ce qu'ils appellent une concentration et des idées plus claires. Il y a un voile moins brouillé, pour lesquels ils n'avaient pas fait le lien, où ils étaient dans l'impression que c'était le cours du temps. Et ça, c'est assez impressionnant, je trouve, parce que ça arrive assez régulièrement. Et ils décrivent très très bien. Et ça, il faut le demander, il faut en discuter à distance du traitement, pour pas qu'il y ait l'effet un peu placebo. Non, mais même à distance, il y a la satisfaction d'être guéri, mais on parlait de guérison tout à l'heure. Alors finalement, que vérifier avant traitement? Alors le bilan est quand même, c'est simplifié. On va essayer de brosser le tableau en quelques diapositives. Je vous dis ce que je fais. D'abord, on continue à évaluer la fibrose, plus tellement, on le verra tout à l'heure, plus tellement pour choisir le traitement finalement, sauf cas particulier, mais surtout pour isoler les F3, F4 qui vont, malgré la guérison virologique, avoir besoin d'un suivi hépatologique par la suite, et en particulier pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Donc ça, c'est le message principal. Une petite fibroscopie de temps en temps aussi. Une petite fibroscopie s'ils sont cirrhotiques, selon les critères de Baveno qu'on a présentés dans les webconf précédentes. Donc finalement, l'évaluation de la fibrose a encore un intérêt sans que ce soit directement pour le choix du traitement. Les autres choses à faire, c'est de poser des questions finalement, c'est-à-dire d'aller chercher des manifestations extra-hépatiques éventuellement liées au virus C, pour avoir un dossier clinique bien tenu et pouvoir espérer des améliorations plus ciblées à expliquer aux patients. Et puis, évaluer des comorbidités. Nathalie, tu en parleras tout à l'heure. Je crois que l'intérêt principal, c'est comme le degré de fibrose important, c'est-à-dire de considérer qu'il faudra ensuite continuer à surveiller ces patients. Et l'esprit dans lequel je le fais dans le bilan préthérapeutique, c'est en particulier pour savoir si ces gens n'ont pas un facteur de risque d'aggravation de la maladie hépatique, mais des médicaments associés qui vont être à prendre en compte pour le choix éventuel des molécules à utiliser. Deuxièmement, la détermination du génotype. Tout le monde espère le 1 comprimé par jour, quel que soit le génotype. Ça vient petit à petit.
Mais ce n'est pas encore totalement là, et il faut encore déterminer les génotypes pour avoir le choix optimal des molécules, en rappelant que si le génotype est de détermination ancienne, avant 2010 en particulier, refaites le génotype de vos patients pour vérifier. Il n'y a pas du tout de façon anecdotique des modifications, il y a de façon régulière des surprises en refaisant le génotype. Donc ça c'est clair. Et pour ce qui concerne le génotype 1, il est encore important de faire la différence entre un génotype 1A et 1B. Donc lorsque vous avez un génotype 1 indéterminé, redemandez un génotypage pour essayer de déterminer le 1A ou le 1B, parce que sinon on va considérer tout patient génotype 1 indéterminé comme un génotype 1A en restreignant les différentes possibilités de traitement de ces patients. La charge virale a-t-elle encore un intérêt? Oui, est-ce qu'on la fait encore? Est-ce qu'on la fait encore? On la fait encore. On la fait tous. On la fait tous d'abord. On la fait tous trop, probablement. Oui. On la fait encore où elle a un intérêt uniquement dans le génotype 1, finalement, pour éventuellement choisir des associations thérapeutiques. Et sinon, ça fait tellement plaisir de la voir descendre après. Oui, voilà. Donc l'autre aspect, c'est quand est-ce qu'on la fait. On reste classique. Si on prend les recommandations AFEF, qui ont visé à définir le minimum utile, c'est charge virale avant traitement, charge virale 3 mois après traitement pour définir la guérison. Tout le reste, c'est... Je suis convaincu que personne ne fait comme ça. Mais je suis convaincu qu'il ne faut pas faire comme ça. Moi aussi. Je ne suis pas convaincu de la même chose que vous, Eh ben, dans certains cas, selon les patients. Tout le reste est à la détermination du praticien, que ce soit pour une charge virale pour surveiller l'efficacité du traitement ou l'observance du traitement, pour faire plaisir au patient, l'encourager, pour ci, pour ça. Mais le minimum utile, c'est quand même avant traitement et après traitement. Et quand on calcule le coût d'une charge virale multipliée par le nombre de fois... rien. Ben non, c'est pas si rien que ça. Rien, parce que si tu multiplies par le... Ben, il y a quand même des gens qui font encore charge virale à 4 semaines, fin de traitement, 4 semaines après, 12 semaines après, c'est peut-être un petit peu trop vu l'efficacité des traitements. Vous n'avez pas l'air complètement d'accord. Non. Non. Bon, ben ça va. on est dans la diversité. 2-1. Ensuite, l'autre élément à déterminer, c'est le statut thérapeutique du patient. Alors, jusqu'à présent, les grosses différences, c'était est-ce que ce patient est naïf de traitement par PEG interféron ribavirine ou est-ce qu'il était non répondeur à un PEG interféron ribavirine. Finalement, ça n'a presque plus d'importance. Les différences d'options thérapeutiques en fonction du statut préthérapeutique antérieur diminuent énormément. Il en reste quelques-unes, on pourra le voir tout à l'heure. Ce qui est important, c'est les cas d'échec au traitement antiviraux direct actuel, dont on parlera tout à l'heure, avec la question de savoir est-ce qu'il faut rechercher une résistance aux antiviraux. On peut déjà répondre avant traitement non, et après traitement, c'est Thierry qui nous dira ce qu'il faut faire pour être optimal. Et puis finalement, il y a quand même des choses importantes à contrôler avant de débuter un traitement. Ce qui me semble le plus important, c'est de définir les prises médicamenteuses des patients, parce que c'est ça qui peut avoir un impact à la fois sur des choix thérapeutiques et puis pour ne pas faire d'erreur en matière de diminution de l'éventuelle efficacité virologique. Vérifier que son patient est en ALD. Les mutuelles ne payent pas ce genre de traitement pour l'instant, donc l'ALD est automatiquement accordé, mais il faut la demander. Rappeler l'importance de l'observance, rappeler l'importance des rendez-vous de suivi, avoir un numéro de téléphone valide du patient parce que si on ne le voit pas revenir, s'en préoccuper, et puis quand même évoquer les effets indésirables. Vous en voyez, malgré tout? Alors ils ne sont pas nombreux les effets indésirables. Ils ne sont jamais très importants. Je crois qu'il faut dire aux malades que ça peut exister, moins de 10% des cas, et citer au moins les 3 plus importants. Asthénie, céphalée, quelques troubles des cysts. Comme ça, s'ils l'ont, ils ne sont pas surpris. La plupart du temps, ils ne l'ont pas. Et puis, oui, moi, je suis d'accord. Quelques troubles du sommeil, quelques troubles du confort, de la vigilance intellectuelle. Ouais, je suis d'accord. C'est souvent rapporté. Surtout en début de traitement, en fait. Le plus souvent, c'est quand même bien toléré. Non, mais là, je veux dire, c'est... Excellente tolérance. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable. C'est ce qu'on voulait dire. On en discutait ensemble. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a très peu. C'est peu important. Mais sachez que vous pouvez être un peu plus fatigué. Voilà. Il ne faut pas le dire en particulier, même si c'était encourageant au départ, il ne faut pas le dire aux gens qui ont déjà eu de l'interféron ou de la ribavirine.
parce qu'ils s'attendent à rien du tout dans ce cas-là, et de temps en temps, ils sont un peu échaudés. Donc les évoquer quand même si ça pose aucun problème, et qu'il n'y a quasiment plus personne en arrêt de travail au cours de ces traitements. Jusqu'à il y a 2 mois, la soumission du dossier en RCP pour l'obtention d'un traitement était une obligation. Maintenant, ça s'est simplifié, c'est-à-dire que tous les patients simples, qui sont la majorité des patients qui restent, peuvent être traités. Et les textes réglementaires disent que la RCP reste encore nécessaire pour les patients avec les situations suivantes, ceux qui sont en échec d'un premier traitement avec des antiviraux directs, mais ça je crois que c'est important d'en discuter, parce que là il faut quand même un avis consensuel, surtout si on a moins l'habitude de manier ces différentes molécules. Les insuffisants rénaux sévères, les hémodialysés et les transplantés rénaux, les patients qui ont des maladies hépatiques sévères, parce qu'il y en a encore, n'ont pas tous été traités, que ce soit des cirrhoses graves ou décompensées. Les patients qui sont en pré- ou post-transplantation hépatique, ce qui n'est pas tellement une préoccupation de l'hépato-gastroentérologue libéral. Les patients qui ont déjà eu un CHC ou qui ont un CHC, et ça on en parlera tout à l'heure parce que c'est de l'actualité. Les patients co-infectés avec le VIH ou un autre virus hépatotrope, en particulier virus B, on en parlera aussi tout à l'heure parce que c'est l'actualité. Et puis les patients dont l'état de santé, en particulier les comorbidités et les prises médicamenteuses, justifient de faire toutes sortes de vérifications que l'on fera pour vous avec un grand plaisir si vous continuez à soumettre vos dossiers à la réunion de concertation pluridisciplinaire dite WebStaff de la commission hépato du CREG, qui a lieu donc mensuellement et dont on vous a rappelé la date des 2 prochaines sur la diapositive de départ. monaui.com/RCP. monaui.com/RCP sur vos écrans devant vous. Alors les médicaments, justement, parlons-en. En fait, on s'appuie souvent sur un site très bien fait qui s'appelle hepdruginteraction.org, que vous pouvez avoir facilement sur vos ordinateurs. Vous arrivez sur cette page et qui vous permet de faire Start Now avec deux notions à remplir. Premièrement, vous remplissez sur la gauche le traitement antiviral que vous voulez choisir, par exemple la Elbasvir, Grazoprevir. Sur une deuxième partie, les médicaments que prend le malade associé, là par exemple les oméprazoles, la rosuvastatine. Et puis vous avez sur la droite les grosses interactions absolument interdites en rouge, les interactions potentielles en orange, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le médicament mais qu'il faut peut-être surveiller la tension, les muscles, il faut prendre quelques précautions ou le rein, et puis en vert où il n'y a vraiment aucune interaction. Donc c'est très pratique, facile, rapide, et ça permet de ne pas faire d'erreur sur les prises médicamenteuses. Il y a des choses parfois qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins gênantes, mais des petites précisions. Par exemple, les IPP, on avait dit qu'avec certaines molécules, il fallait les prendre absolument en même temps que le traitement. Maintenant, il y en a d'autres, il faut les prendre au contraire à distance. Donc c'est des petites choses, mais qui peuvent être importantes. Ce qui est parfois le plus gênant, ça peut être les statines. Là, on vous a mis comme exemple la rosuvastatine, qui doivent, soit on peut les arrêter pendant le traitement, soit il faut diminuer les doses pour les effets secondaires musculaires. Il y a aussi les antiépileptiques par exemple, où le Gardénal est complètement contre-indiqué, mais on peut vous donner des pistes avec lesquelles on peut changer, comme la motrigine ou le Keppra ou des choses comme ça, pour indiquer au neurologue avec quoi il peut remplacer. Il y a eu une grosse alerte sur l'amiodarone, avec le sofosbuvir, donc là c'est vraiment difficile parce qu'il faut un arrêt au moins de 6 mois. Le Zépatir a moins ce type de contre-indication, donc ça peut être éventuellement une option. Et puis, ça c'est des exemples qu'on peut vous donner, mais il y a un certain nombre de choses. Il n'y a pas trop de contre-indications, enfin il y a beaucoup d'interactions avec pour les malades co-infectés avec le VIH, ça il faut faire attention. Les antirétroviraux, mais bon, ça c'est plus connu maintenant aussi, donc aide facile, mais il faut surtout penser à poser la question malade, qu'est-ce qu'ils prennent? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent qu'ils ne prennent pas, et puis le jus de pamplemousse à éviter. L'hepdruginteraction.org est disponible sur smartphone. C'est une application hyper fluide, qui marche très bien.
La majorité des molécules prises par les patients, Ouais, c'est on les très retrouve. complet. Il y a le Préviscan qu'on ne trouve pas. Très complet. Mais sinon, globalement, on a Oui. la majorité. Et puis, on a, nous qui avons fait plus de 30 web staff, on a encore régulièrement des surprises, des oublis, etc. On a besoin d'aller s'y référer. Il faut regarder chaque médicament. Il faut garder cette adresse sur, Voilà. sur le bureau de son PC pour... Mm. Une question qui revient souvent, Thierry ou Nathalie, c'est l'âge du patient. Y a-t-il finalement une limite d'âge? J'allais C'est-à-dire dire, la l'actualité, c'est personne vers âgée le haut ou la ou vers le personne bas. trop jeune. Oui, voilà. Dans les deux Voilà. sens. Voilà. Alors, écoutez, on a choisi une étude récente, puisqu'elle sort en 2017, sur une série importante de patients, une étude italienne, parce qu'il y a eu beaucoup en fait, d'analyses à partir des études qui ont permis de commercialiser médicaments. Mais là, c'est une étude où là, ce n'est pas le même objectif. Et vous voyez qu'on a plus de 550 patients qui avaient plus de 65 ans, dont 15 la ans, moitié... 75 ans. 65 ans 15. 550 malades qui Ah avaient oui, plus de pardon. 65 ans, merci, et la moitié avait plus de était F4. Et en fait, parmi ceux-ci, il y avait une proportion importante de patients qui avaient plus de 75 ans. Et on en s'est rendu compte que la tolérance du traitement est aussi bonne, c'est-à-dire on retrouve les 10% qu'on a évoqués tout à l'heure, et avec une guérison virologique, avec une réponse virologique soutenue à 95%. Donc ça marche très très bien. La seule chose dont il faut faire attention, c'est ce qu'on vient de vous dire, c'est que c'est quand même souvent des gens qui sont polymédiqués, et donc décrypter les médicaments, regarder le site pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication ou d'ajustement thérapeutique, mais aucun problème pour traiter des gens de plus de 65 et 75 ans. Et puis l'espérance de vie aussi, il faut que ce soit Bah, raisonnable. évidemment, pour, l'espérance de vie, bien entendu. On n'a pas le temps de le développer là, mais tu nous avais montré dans des web staff antérieurs l'espérance de vie d'une personne de plus de 75 ans n'est pas négligeable Exactement. par rapport aux risques pathologiques Exactement. résiduels. C'est-à-dire, on rappelle que Exactement. quelqu'un qui a 80 ans a une espérance de vie d'une dizaine d'années. Hein, il faut passer le cap. Donc il faut savoir ces chiffres, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est au sujet des enfants, hein, finalement? Alors ça, c'est l'autre... L'autre versant, on a l'autre parlé des versant. patients âgés, maintenant les patients plus jeunes, bien sûr, ça ne fait peut-être pas partie de votre patientèle, mais Mais c'est parfois ça peut intéressant être des d'avoir conseils, l'information. des avis, des conseils, Et c'est etc. vrai qu'il y a eu des Et ça a été traitements. toujours un peu confidentiel, je trouve, même si on travaille avec les pédiatres, moi je travaille pas mal avec les pédiatres, mais ils nous suivaient, ils étaient toujours derrière, la preuve, et maintenant ils publient leurs résultats. Et vous voyez que des enfants de 6 à 11 ans, alors il y a une série qui n'est pas très importante, 90 enfants, mais quand même, la plupart naïfs, et bien vous voyez que Harvoni, 12 semaines, c'est-à-dire l'Edipasvir, Sofosbuvir, 99% de réponse, donc il n'y a pas photo, avec également peut-être moins d'effets indésirables, peut-être plus de troubles de concentration, mais moins d'asthénie, comme ça que l'adulte. Donc c'est formidable pour les enfants par rapport à l'interféron RIBA qu'on a pu utiliser, que j'ai vu utiliser chez les jeunes enfants. Alors, Donc c'est merveilleux. L'indication n'est peut-être pas courante, il n'y a pas l'AMM pour l'instant. En l'occurrence, dans ce travail, c'était à demi-dose, qui n'est Alors- pas en soi disponible. Alors ce qu'on faisait avant, c'est surtout qu'on... le stress de la transmission, mais Ouais, enfant souvent. ouais, et puis avant, c'était plutôt, on disait on va attendre, parce qu'on attend que l'enfant ait fait sa croissance pour faire de l'interféron, et c'était un petit peu difficile psychologiquement à supporter, parce que maintenant, je pense un jeune enfant, on peut le traiter, enfin, je pense que les pédiatres s'en occuperont, mais il n'y aura pas de souci. C'est plus anecdotique. Et plus pour maintenant l'adolescent qui est un peu plus âgé, eh bien vous voyez que les résultats, pareil, 98% de SVR, donc avec très bonne tolérance. Donc on évolue vraiment vers, comme chez Tintin, de 7 à 77 ans, on peut traiter les Ce qui patients. était intéressant aussi dans cette étude, c'était de dire que les performances à l'école, c'est pas Sont- négligeable parce que eh ben quand ouais. c'est à l'adolescence, c'est quand même. Mais quand tu as la chape de plomb, difficulté de concentration, mine de rien, les gens qu'on peut peut-être étiqueter dyslexiques ou je sais pas quoi, quand ils ont l'hépatite C, probablement c'est pas négligeable dans la. Donc les le performances, message de l'école. Nathalie, c'est le petit mal épileptique ou le VHC, responsable des retards scolaires. Ouais. Exactement. Et pas, Pensez-y. et pas que la maladie de Lyme. Donc, les patients peuvent être âgés, ils peuvent être jeunes dans certains cas, ils peuvent avoir des médicaments, et puis quand ils ont des médicaments, c'est souvent parce qu'ils ont des comorbidités. L'impact de ces comorbidités sur la pathologie hépatique. Alors c'est vrai que on en parle de plus en plus, par exemple du syndrome métabolique et de l'alcool. L'alcool c'est plus ancien, peut-être moins bien appréhendé, le syndrome métabolique un peu plus récent, mais si on regarde par exemple dans la population générale, ça c'est une étude finlandaise
qui a Toute été récente, oui. présentée très récemment. L'intérêt, c'est la population générale, mais sur un grand nombre de malades, puisqu'il y avait près de 7000 malades, où ils ont regardé un petit peu statistiquement la prévalence d'une part du syndrome métabolique et d'autre part de l'obésité. Et vous voyez que chez ces patients dans la population générale, il y a quand même 46% de syndrome métabolique, ce qui est quand même loin d'être négligeable, avec des obèses avec un IMC au-dessus de 30, 22%. Et en plus, dans ces deux populations, quand on regarde la consommation d'alcool à risque, entre guillemets, on voit qu'on est aux alentours de 12-13%. Et quand on accumule ces deux facteurs, on augmente le risque hépatique. Si, comme vous voyez là, on revient un petit peu sur l'alcool, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier finalement, l'alcool. On pose peut-être pas très bien encore les questions chez les patients qui ont un virus C. C'est dans les deux sens d'ailleurs. Quand on voit un patient pour l'alcool, il faut penser à chercher l'hépatite C parce que statistiquement la prévalence est plus élevée. Et puis quand on a une hépatite C, il faut vraiment essayer d'aller chercher un petit peu de façon fine et mesurer la consommation d'alcool. Mais le risque est plus élevé. Vous vous souvenez que un verre de whisky, de vin ou un demi de bière, il y a la même quantité d'alcool. Et ça, il faut revenir sur ce petit schéma et pas l'oublier. C'est des interventions brèves, ça marche. Oui, dépistage précoce, intervention brève. Et souvent, en plus, au moment où les gens savent qu'ils ont une hépatite C, ils sont un peu plus sensibilisés sur leur foie. Et ça peut être le bon moment aussi Sachant qu'il y a des variations individuelles étonnantes. De consommation étonnantes ou de tolérance. Ah oui, même ça, au niveau hépatique, incroyable. La femme est plus fragile. Non, mais même en dehors de ça, c'est incroyable. Génétiquement. Incroyable. Puis, incroyable. Il y a des piliers de barre qui sont toujours là à 90 et qui sont F1. Mais bon, c'est vraiment important et c'est le bon moment. Vous voyez par exemple là la consommation d'alcool et le risque de cirrhose. Si vous avez juste un virus C en bleu, on a laissé l'alcool en rouge, c'était plus parlant. Vous voyez que si vous rajoutez l'alcool à la présence du virus C, et en fonction du nombre d'années d'exposition, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le pourcentage de cirrhose explose quand il y a une association des deux. Et ça, il faut bien le garder en tête, l'effet synergique délétère de l'association de ces deux. Ça, c'est le risque de cirrhose. Oui, c'est le risque de cirrhose. D'accord. Et puis il n'y a aussi, pas que ça comme toxique. Ouais. Il y a aussi le tabac et le cannabis. On ne vous a pas mis de choses sur le tabac, mais maintenant c'est mieux présenté. Et puis surtout le cannabis, et ça c'est pareil dans l'interrogatoire, on a tendance un petit peu à l'oublier. Et dans la population générale, finalement, la consommation de cannabis n'est pas si négligeable que ça quand on pose vraiment la question. Vous voyez que là, même chez les patients qui ont une consommation d'alcool pas très élevée, si on fume du cannabis de façon quotidienne, la fibrose F3... Elle ne peut faire qu'aggraver les choses en fait. Voilà. Ce d'autant que le temps passe et qu'on vieillit, parce que ça s'aggrave aussi. Et a fortiori, s'il y a une consommation d'alcool, les choses s'empilent et du coup on arrive avec des... Tu as parlé des troubles de concentration avec le VHC. Si tu as en plus le cannabis, ça c'est encore plus difficile de se concentrer. Plus, ça voilà. Facilite pas. Bien reconnaître. Donc le surpoids, le tabac, l'alcool, le cannabis, tout ça, il faut... Prudence et... Il faut rechercher surtout pour pouvoir prendre en charge par la suite. Non, enfin, le message c'est ça, c'est de penser à s'en préoccuper plutôt que de traiter le virus sans regarder le reste. Je crois que c'est notre responsabilité. Alors, on arrive au traitement. Les traitements. Alors, on traite On traite. Mais comment Avec quoi Les internes de chez moi m'ont demandé d'en profiter pour faire un petit rappel sur les molécules. C'est ce qu'on va essayer de faire. D'abord en rappelant que, vous voyez ça aussi, c'est un travail qui a été présenté à l'OASL il y a 2 mois, ou moins même, concernant uniquement le nombre de patientes qui ont reçu un traitement en France. En France, En France, vous voyez que l'interféron avait petit à petit diminué, à l'approche notamment des nouvelles molécules, telles la Prévir, Boceprevir, en rouge, qui ont eu une durée de vie courte, bien compréhensible, une fois pour qui les a utilisés. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a eu un frein dans la prescription et la prise en charge des traitements de l'hépatite et de la prise en charge des hépatites C dans le milieu libéral, parce que ça devenait lourd à gérer pour qui ne s'en préoccupait pas de façon très régulière. Et donc l'arrivée des antiviraux de seconde génération a vu d'abord le nombre de patients augmenter de façon importante et d'autre part la prise en charge en milieu ambulatoire qui a augmenté de façon extrêmement nette. Petit rappel physiopathologique, je sais que vous adorez ça. C'est beau ça. Donc, je vous rappelle que quand le virus pénètre dans la cellule,
Il va utiliser le matériel intracellulaire pour arriver à se reproduire. C'est son but unique d'ailleurs au virus. Avec d'une part la synthèse d'une grande polyprotéine qui va être scindée en protéines virales, et d'autre part la réplication du matériel génomique du virus qui va devoir être assemblé ensuite dans une capside et relâché, tout ça nécessitant des tas de mécanismes enzymatiques sur lesquels on va pouvoir agir essentiellement à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les protéases qui scindent la polyprotéine en différentes protéines actives nécessaires à la... le ciseau. Le ciseau nécessaire à la reproduction du virus. Eh bien, c'était les premières molécules disponibles, puisque c'était télaprévir, bocéprévir. Ce sont les molécules dont les DCI se terminent en prévir et dont les disponibles actuels sont au nombre de 2. Le grasoprévir, qui est inclus dans le zépatire, et le paritaprévir, qui est inclus dans le viekirax. Ces molécules sont des... il y a le ciméprévir qui n'existe, qu'on ne voit plus, mais c'est il y a eu le ciméprévir, effectivement, qui a eu une durée de vie relativement courte aussi, et qu'on a largement utilisé, qui marchait bien d'ailleurs, en association avec d'autres antiviraux, notamment le sofosbuvir. Il y a les futurs aussi. Vous avez en fond blanc les futurs inhibiteurs de protéases, dits NS3, NS4, qui sont le glécaprévir et le voxilaprévir, qui sont les prochaines disponibles en 2018. Deuxième site d'action, c'est d'agir sur le complexe de réplication qui notamment favorise l'assemblage des molécules, des éléments du virion, où là on a plusieurs molécules, vous voyez, qui sont les anti-NS5A, du nom des protéines concernées, avec le lédipasvir, l'ambitasvir, l'elbasvir, qui est l'autre molécule incluse dans le zépatire, et le velpatasvir, qui est récemment disponible, avec un prochain inhibiteur de NS5A en 2018. Asvir. Voilà, c'est la colle. Ce sont les anti-NS5A ont des DCI qui se terminent tous par asvir. Et puis la troisième, et finalement ce qui était le pilier du traitement jusqu'à présent, qui sont les inhibiteurs de la polymérase, qui s'occupent de répliquer le génome du virus, avec 2 types, les inhibiteurs de polymérase nucléotidique, qui vont s'insérer dans la polymérase pour perturber son fonctionnement, et qui ont une barrière de résistance très élevée, et le seul disponible actuellement c'est le sofosbuvir, et le dazabuvir, qui est un inhibiteur non nucléosidique de la polymérase, donc qui perturbe le fonctionnement de la polymérase. Et cet inhibiteur de polymérase n'est plus le seul moyen d'être la colonne vertébrale du traitement, puisque l'efficacité des 2 autres classes, avec les molécules de seconde génération, font qu'on peut avoir des associations, par exemple le zépatire d'ailleurs, ou viekirax, qui ont une efficacité très importante, sans nécessiter l'utilisation d'un inhibiteur de polymérase. Ceci étant dit, on utilise les choses selon des schémas prédéterminés issus des molécules. Vous avez la recommandation AFF, vous avez en jaune sur le côté les génotypes, en vert en haut le degré de fibrose, séparé en 2. Non cirrhotique ou cirrhotique, pardon. Non, rien. Un peu daltonien, mais c'est pas grave. En vert, oui, non, mais c'est du vert et du jaune, j'ai bien vu. Et vous avez les schémas retenus par la FEF qui sont dans ce tableau, qui est disponible. Sur une deuxième partie de ce tableau non grisé là, vous avez également les schémas proposés pour les situations colonne de gauche de cirrhose décompensée. Et sur la colonne de droite, les premières propositions de traitement lorsqu'il est important de retraiter des patients, en particulier qui ont été en échec d'AVD, soit qui ont utilisé des anti-NS5A, c'est le cadre bleu, soit qui n'ont pas utilisé d'anti-NS5A, soit des traitements qui ont eu des anti-NS5A où les résistances sont plus fréquentes, qui sont dans la partie en dessous. Bertrand, j'arrive pas à retenir tout ça. Ah, il est là. Tout ça est sur un seul tableau qu'il suffit de nous demander à l'un ou à l'autre, qu'on vous envoie par mail qui est la synthèse uniquement des recommandations AFF de mars 2017, avec notamment, parce qu'il est quand même utile de classer le malade pour savoir ce qu'on fait, pas parce que c'est forcément déterminant pour le choix du traitement, mais avec les degrés de fibrose qui sont marqués en bas en fonction de la réalisation d'un fibroscan, fibrotest ou fibromètre.
Voilà, donc avec le niveau de preuve qui est également associé. Et tout ce qui est en grisé, ce sont les molécules à venir, mais les premières disponibles à venir. Donc on aura bientôt ce qui ont déjà été incluses dans les recommandations AFEF, qui ont pour vocation de changer au fur et à mesure de l'accumulation des données. Alors ne vous inquiétez pas, ce tableau a l'air particulièrement indigeste, mais en fait très facile à utiliser, très pratique à avoir sous la main. Vous êtes très très sympa avec moi, merci. C'est vrai. Si on veut c'est notre Bible. C'est vrai que c'est pratique. Oui, si on veut résumer l'évolution qui a marqué les recos AFEF 2017, c'est de dire que d'abord l'idée de fond de ces recos, c'était de simplifier pour les praticiens, parce qu'il y a des options possibles, disponibles, efficaces, qui ne sont pas forcément incluses dans les traitements. Mais l'idée de fond étant de favoriser au maximum les molécules pangénotypiques ou les associations qui ont un degré... Pangénotypique, c'est Pangénotypique, c'est actif sur la totalité des génotypes, quel que soit le schéma thérapeutique. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Association. L'idée de fond, c'est de maintenant n'utiliser que 2 antiviraux systématiquement, donc au moins deux. Donc en particulier la situation du génotype 2 qui était encore sofosbuvir, ribavirine a disparu. L'idée de fond, c'était de favoriser les traitements de courte durée. Il n'y a plus aucun traitement dans les situations standards qui dépassent 24 semaines, et si possible sans ribavirine. Et puis, mais ça rejoint la quasi-totalité des molécules, le minimum d'interactions médicamenteuses. Et donc, vous voyez, en gros, en vert, ce qui est apparu récemment dans ces recos, c'est la disponibilité du velpatasvir. Et ce qui a disparu, c'est les molécules auxquelles vous étiez habitués, mais qui ne sont plus d'actualité, même si elles avaient une efficacité importante. Siméprévir d'aclatasvir, la disparition des traitements de 24 semaines et la disparition de l'utilisation de la ribavirine en dehors de cas complexes. Donc en général, c'est 8 ou 12 semaines. En général, c'est 8-12 semaines et sans ribavirine. Voilà. Et alors, on guérit bien les patients ? On guérit bien les patients. J'ai choisi de vous présenter uniquement une diapo, parce que les diagrammes où tout est en haut à 100%, ça commence, c'est vrai, à être un petit peu fatigant. On le sait. Donc, tout est à plus de 95%, quasiment. Là, je vous présente cette étude pour 3 raisons. D'abord, c'est une étude de vraie vie. Ensuite, c'est une association récente, Grazoprevir-Elbasvir. Ensuite, c'est une étude qui est toute récente, puisque ça a été publié à l'EASL il y a 2 mois. C'est l'étude de vraie vie américaine qui montre que, quel que soit le génotype 1, A ou B, quelle que soit l'existence associée de mutations de résistance pour les anti-NS5A, présents ou pas présents, quelle que soit la charge virale, quel que soit le fait d'avoir été naïf ou pré-traité, cirrhotique ou non cirrhotique, eh bien, ça marche avec un très fort degré d'efficacité dans toutes ces situations. C'est le cas pour toutes les molécules proposées. Ce qu'on demande à une molécule pour rentrer dans les recos, françaises ou européennes, c'est d'avoir une efficacité supérieure à 90%. Alors jusqu'à présent, on parlait de population particulière. Est-ce qu'il y en a encore ? Là, ça va être facile et simple finalement. Parce on parlait des patients usagers de drogue, actifs et substitués. Est-ce qu'on pouvait les traiter ? Oui, il y a eu plein d'études disant que les traitements marchaient aussi bien que chez les patients qui n'étaient pas usagers de drogue, que la compliance finalement, l'observance était assez bonne et que finalement on pouvait traiter des gens qui étaient avant un peu hors circuit, en particulier pas d'association de difficultés avec les traitements substitutifs, la méthadone, la buprenorphine, ça il n'y a pas de souci, c'est bien toléré. Peut-être on fait attention à la bupré quand même. En général, les doses sont... On peut baisser un petit peu la bupré. Il faut surveiller les gens, mais ça n'a rien à voir avec les traitements auparavant. Et vraiment, en plus, le bénéfice chez ces gens-là est très très positif, parce qu'enfin, ils ont quelque chose qui marche, ce qui n'est pas toujours très évident dans leur... vie quotidienne. De la même façon, les consommateurs excessifs d'alcool, c'était vraiment des patients difficiles à traiter dans des contextes parfois socio-économiques pas faciles non plus. Là, la tolérance est bonne aussi. Bon, il faut quand même un certain accompagnement, bien sûr. Il ne faut pas penser non plus que la guérison du C va guérir aussi l'alcool. Il faut essayer de les prendre en charge pour limiter quand même, autant que faire se peut, la consommation. Et puis la prise en charge après, parce qu'il faut continuer aussi à s'en occuper par la suite. Donc c'est parfois le bon moment pour les faire rentrer dans le système de soins. Les patients co-infectés VIH, VHC, finalement, c'est la même chose, c'est les mêmes traitements, les mêmes indications. On fera attention aux médicaments antirétroviraux, mais la tolérance est bonne, l'efficacité est la même. Donc c'est plus vraiment une population particulière.
Et puis on se posait aussi la question souvent chez les insuffisants rénaux, est-ce qu'on les traite pareil? Est-ce qu'il y a des difficultés? Le problème est également réglé. On a la majorité des antirétroviraux, enfin la totalité sauf le sofosbuvir, qui sont éliminés par voie non rénale. Donc on a par contre pas beaucoup de données pour le sofosbuvir, même si on n'est pas inquiet. Par contre on a des données réelles existantes et donc un niveau de preuve pour l'utilisation d'autres molécules, et en particulier, vous voyez, sur des grosses séries de Grasoprévir et Elbasvir chez l'insuffisance rénale sévère, et cette combinaison marche parfaitement bien. On en est persuadé. Les recommandations concernant l'insuffisance rénale, qu'on voit assez régulièrement quand même, entre le diabétique, l'insuffisance rénale d'autres causes, etc., c'est qu'en cas de l'insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement de dose avec les molécules habituelles, et en cas d'insuffisance rénale sévère, pour les génotypes 1 et 4, les schémas sans sofosbuvir sont à favoriser, essentiellement par manque de données dans le cas du sofosbuvir, en particulier Zépatir, avec un haut niveau de preuve. Et en cas d'utilisation nécessaire du sofosbuvir, c'est la situation des génotypes 2 et 3 principalement chez nous, parce que 5 et 6 c'est moins fréquent, c'est l'association avec le Velpatasvir qui représente une bonne option. Et dans tous les cas, si on utilise le sofosbuvir, il vaut mieux surveiller la fonction rénale, même si en pratique, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Alors plus problématique peut-être, plus polémique, plus que problématique, j'ai l'impression d'ailleurs, c'est le problème de la résistance virale. Mais la résistance virale, en fait, on voit qu'au fil des années, presque des mois, elle diminue de façon considérable, puisque c'est un sujet préoccupant il y a encore un an, ça le devient de moins en moins. Bien sûr, donc la question est de savoir s'il faut faire des mutations de résistance, recherche de mutations de résistance. La réponse est clairement non chez les patients naïfs, même si vous savez qu'il existe des résistances préalables, des mutations de résistance, mais on s'en fiche complètement. Ça a bien été démontré, aucun impact. En revanche, on voit quand même que les modélisations projettent quand même un taux d'échec de 10 à 13% entre 2014 et 2020. C'est intéressant parce que ça montre que ce sont des patients qu'on a traités qui sont sûrement peut-être qu'on peut traiter avec un peu trop de simplicité, sans trop les coacher. Des patients, on leur donne le traitement pour 12 semaines et au revoir monsieur, et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes d'observance, on en a parlé, et donc on tient compte de cela pour considérer qu'il y aura des résistances plus que l'inefficacité ou la moindre efficacité du traitement. Donc vraiment c'est essentiel. Et cette situation donc nécessite une RCP de recours. Bertrand vous en a parlé tout à l'heure, c'est tout à fait essentiel. Alors finalement on recherche les mutations que chez les patients qui sont en résistance au traitement en VD à 2 antiviraux directs comme traitement antérieur. Ils ont été traités, ils ont rechuté. Ils ont été traités, ils ont rechuté au bout d'un mois, donc tu dis à 3 mois. Le plus souvent c'est 1 mois, mais tu recherches à 3 mois et on n'est pas dans l'urgence. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on est favorables tous ensemble à éviter de se précipiter avec d'autres molécules en disant on a fait cette salade-là, on va faire une autre composition. Non, je crois qu'il est raisonnable actuellement de faire une recherche de mutation de résistance. Pour cela, vous vous rapprochez du centre expert le plus proche ou celui de votre choix. Il n'y a pas de facturation de l'acte pour le patient et le délai de réponse est souvent variable, mais de toute façon il n'y a pas d'urgence. On préfère perdre quelques mois pour retraiter votre patient plutôt que de refaire une association qui pourrait risquer d'aggraver encore la résistance et de mettre en péril le patient avec finalement une impasse thérapeutique, même si cela devient de plus en plus rare, comme on va le voir à la fin de cet exposé. C'est pour ça qu'on peut le faire, parce que c'est pas très fréquent, finalement. Exactement. Donc on prend 3 minutes pour parler du sujet qui secoue la SLD et l'ESL depuis 1 an, la SLD 2016 et l'ESL 2017, les 2 congrès. Donc vous avez peut-être lu des communications dans les résumés de congrès, qui est le problème de l'éventuel risque de carcinome hépatocellulaire après traitement par antiviral direct, antiviraux direct, puisqu'on utilise automatiquement 2. Donc on distingue 2 situations, tu fais le point là-dessus, le carcinome de novo ou la récidive d'un carcinome préexistant. Donc le plus souvent un cirrhotique qui a, donc premier cas, le cirrhotique qu'on a traité, guéri de son VHC et chez lequel apparaît
un cancer du foie, donc un cancer des novo. Bon, la fréquence d'incidence est 3% de survenue par an. La première année, cette fréquence va diminuer avec le temps. 3%, c'est presque l'histoire naturelle. On l'a à peine cassé avec le traitement parce qu'on est simplement dans la suite d'un patient qui avait une cirrhose active. On vous rappelle que classiquement, on dit qu'une cirrhose éteinte, le risque est de 1% par an, et les cirrhoses actives, presque quelle que soit l'étiologie, est de 3-5% par an. Donc ce risque est supérieur en cas de cirrhose évoluée, comme le montre la diapositive suivante. Vous voyez en rouge, vous avez le patient en bas qui est Child A, qui est guéri. Vous voyez, c'est celui-là qui a 3% de risque au bout de 12 mois, et ce risque augmente légèrement avec le temps pour se stabiliser probablement après. Quand vous avez un patient qui est le même mais qui n'est pas guéri, qui est en RVS négatif, bien vous voyez que ce risque il est multiplié par 5. Et si vous avez un patient qui est plus sévère, ce qu'on voit moins, qui est Child B, plus grave sur le plan de la maladie hépatique, eh bien on se rend compte qu'on a la même chose avec une différence encore plus importante. Donc 2 paramètres à considérer. D'une part, réponse au traitement, guérison au traitement ou pas. Deuxièmement, degré de sévérité de la maladie hépatique et de la cirrhose. Et vous voyez que les facteurs défavorables de risque d'apparition de novo d'un cancer du foie sur une série de 2500 patients, c'est finalement l'absence de guérison virologique et des signes de gravité de la cirrhose, c'est-à-dire une albumine inférieure à 35 grammes par litre et des plaquettes inférieures à 120 000. Et en plus, ce qui est intéressant, ceci méritera d'être confirmé, c'est une étude italienne qui a montré que les cancers, lorsqu'ils arrivent très tôt à la fin de leur éradication virale, probablement, on disait, c'est la fin de leur histoire naturelle, peut-être avec en plus des facteurs immunologiques liés au traitement antiviral, mais ceci mérite d'être confirmé. Pour l'instant, ce ne sont que des données préliminaires. On se rend compte qu'au début, les formes de CHC sont beaucoup plus sévères avec, comme vous le voyez sur cette diapositive, dans les 3 premiers mois, plus de formes multinodulaires qu'après, avec le temps, on retrouve le cancer classique d'une tumeur unique, peut-être plus facile, sûrement plus facile à prendre en charge. Pour conclure concernant le carcinome hépatocellulaire de novo. Alors, 4 études ont été publiées, 2 prospectives, 2 rétrospectives, une méta-analyse. À l'ESL, présentée à l'ESL, représente 17 000 patients traités, et on peut dire qu'il n'y a, d'une part, on guérit les patients de leur virus C sur les cirrhoses, et il n'y a pas de risque accru de CHC après traitement, au contraire. Donc l'autre aspect, c'était la récidive d'un carcinome hépatocellulaire qui avait déjà été traité. D'accord, donc le contexte, un patient qui a une cirrhose, qui a eu un traitement, qui a eu un CHC qu'on a traité, et la question c'est quand est-ce qu'il faut le retraiter? Faut-il le traiter de son CHC, de son virus, et ensuite quel est son risque de refaire un CHC. Donc ça c'est une deuxième question intéressante. La diapositive suivante va vous montrer qu'en fait, finalement, là aussi, polémique, une étude italienne, une étude espagnole qui montrait qu'il y aura un sur-risque chez ces patients, comme s'il y avait une acutisation de la maladie hépatique avec un sur-risque de CHC, de récidive de CHC. Et en fait, cette étude française, lyonnaise, montre le contraire. Elle a été présentée aussi à l'EASL et montre que les patients traités ont moins de risques de faire un CHC. Et on reprend également la littérature, on se rend compte qu'il y a 6 études qui sont publiées, 2 prospectives, 4 rétrospectives, une méta-analyse, sans compter l'étude du CREC qui n'est pas encore publiée, plus de 3000 patients traités, aucun risque accru de récidive de CHC à traitement. Donc que ce soit un cancer de novo chez un patient naïf de cancer et guéri de son virus C, ou que ce soit un patient qui récidive de son cancer et guéri de son HC, il n'y a pas de surrisque. Au contraire, on améliore ces gens sur le risque de nouveaux cancers du foie. Finalement, on peut être rassuré sur ça. Complètement rassuré. Et j'ai envie de rappeler une recommandation de la FEF importante chez un cirrhotique que l'on veut traiter. S'assurer que dans les 3 mois avant traitement, il ait eu une imagerie en coupe. En bonne qualité. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de carcinome. Et ça a été la polémique sur les études en disant que probablement c'était des gens qui avaient déjà une lésion qui n'était pas visible. Pas connu. Donc une fois guéri, qu'est-ce que ça veut dire être guéri C'est fini, c'est la fin de l'histoire. Est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire? On arrive à la fin de l'histoire.
D'abord, il faut savoir de quoi on parle, parce que finalement, aux malades, on dit, voilà, vous êtes guéri, mais guéri de quoi? Guéri du virus, guéri du foie, c'est le malade qui est guéri. Alors, guéri du virus, oui, puisqu'on a bien compris maintenant, la RVS 12, c'est la guérison, ça c'est clair. Guéri du foie, c'est un petit peu moins clair, parce qu'on a bien compris aussi que si on est guéri avec peu de fibrose, c'est bien. Si on est guéri avec une fibrose extensive ou cirrhogène, il y a toujours le risque derrière du carcinome hépatocellulaire, de la surveillance à mettre en place, et il ne faut pas perdre de vue le malade, donc ça c'est très important. Et puis qu'est-ce qu'on appelle la guérison du malade lui-même? C'est vrai qu'il a parfois une longue histoire derrière lui, il y a les comorbidités à prendre en compte et à continuer à accompagner pour pas que ça aggrave la fibrose. Il y a tout le poids psychologique de la maladie chronique, on a vu que ça pouvait la chape de plomb pouvait se soulever, mais c'est pas toujours du jour au lendemain. Et puis il faut aussi pour un certain nombre de malades qu'ils apprennent à se reprojeter dans l'avenir. Il y a plein de choses qu'ils ont arrêtées au niveau sexuel, dans la famille, au niveau de leur travail. Ça peut être difficile de se remettre à travailler parfois. Les problèmes sociaux, et puis des problèmes de la vie courante comme les prêts, par exemple ce qu'on appelle le droit à l'oubli, on y reviendra après. Donc bien penser qu'il faut accompagner la prise en charge des comorbidités qui doit déjà être pris en compte avant la mise en place du traitement, dépister et qu'on doit déjà un peu aborder. Tous les problèmes, on a vu du surpoids, du dysmétabolisme avec l'obésité, le diabète. Il faut que ce soit équilibré, sinon la fibrose continue à s'installer, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie. Les problèmes dépressifs qui ne s'arrêtent pas non plus du jour au lendemain et qu'il faut parfois accompagner encore après. Et puis, on a vu les mésusages, on va dire, l'alcool, les usages de drogue qui doivent être pris en compte et accompagnés pour que la maladie fibrosante du foie ne continue pas à être présente. Les gens posent parfois la question, alors maintenant, docteur, je peux reboire il y a tout ça qu'il faut avoir appréhendé. Et puis bien mettre en place la surveillance ultérieure chez les patients qui ont une cirrhose. On en a pas mal parlé déjà là du dépistage du carcinome, faire les radios avant et puis bien faire comprendre aux malades qu'il doit être un peu responsable aussi de son foie et qu'il doit bien avoir compris qu'il doit faire son échographie tous les 6 mois, s'il déménage, s'il s'en va, il doit bien être conscient de ça. Puis un petit mot sur les vaccinations, parce qu'on a tendance à oublier aussi la vaccination. Les recommandations vaccination pour l'hépatite B. Alors en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'il y a des ruptures de stock. Mais bon, ça va revenir et il faut bien y faire attention. Et puis aussi d'autres vaccinations dont on a un petit peu parlé dans certaines réunions précédentes, mais qu'on a tendance à oublier aussi. Il ne faut pas oublier que pour la grippe, les patients cirrhotiques sont un petit peu parfois immunodéprimés et qu'il est recommandé de les vacciner contre la grippe. De la même façon, on a quelques expériences d'infection par le pneumocoque, parfois un peu difficile, donc pensez à vacciner pour le pneumocoque, et ça c'est vrai qu'on a tendance à oublier aussi. Et puis, je crois que j'en ai pas oublié, le B, la grippe. L'hépatite A aussi, je viens d'avoir une hépatite A très cognée chez un patient cirrhotique non vacciné, donc c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Une question d'un internaute qui nous suit, le suivi d'un patient dont la PCR est négative après traitement, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, est-ce qu'il est nécessaire de continuer à contrôler ensuite, notamment si le patient a des transaminases modérément élevées? On recherche autre chose. Alors il y a deux aspects. D'abord, il y a d'une part chez les patients, alors on fait, c'est vrai, 6 mois et 1 an. Il faut continuer à le faire tous les ans chez les patients usagers de drogue. Ça, c'est aussi une recommandation parce qu'il y a le problème de la réinfection quand même qu'il ne faut pas oublier. Bon, c'est une population un peu particulière, mais il ne faut pas oublier. Et puis si les transaminases sont hautes, il faut probablement effectivement chercher autre chose. Souvent c'est de la stéatose, ça il faut y penser. Sur les comorbidités. Il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir d'autres choses, donc il faut reprendre à zéro. Et ça rappelle ce qu'on avait dit ensemble en début de réunion, lorsqu'on finissait de préparer, de bien faire un bilan complet avant de mettre en route le traitement. Il ne faut pas VHC égale j'y vais, il faut quand même être assez systématique. Il faut rechercher d'autres étiologies, et c'est typiquement le genre de situation où on peut être passé à côté d'autres choses associées. L'un n'empêche pas l'autre. Sachant que parfois chez les patients cirrhotiques, les transaminases ne reviennent pas toujours complètement à la normale. Parfois, on peut je m'en méfierais, moi. Ah mais c'est un diagnostic d'élimination. Vraiment, je ne compterais pas. 2-3 points supplémentaires. On revient sur les petites choses sur lesquelles il faut prévenir les malades finalement. On a aussi la persistance par exemple de l'anticorps anti-VHC qui restera toujours. Parfois on voit les malades revenir en disant docteur, j'ai rechuté complètement. Vous m'aviez dit que je ne pourrais pas rechuter, regardez mon anticorps. Je suis pas guéri.
Mon anesthésiste avant mon appendicite m'a fait ça. Il m'a dit que j'avais une hépatite C et d'ailleurs qu'on guérissait jamais de l'hépatite C. Ça, c'est du vécu, les anesthésistes. C'est fréquent. Donc l'anticorps restera toujours. On ne peut pas donner son sang et c'est normal. C'est ce qui, comme quand on a une vaccination ou comme on a une maladie infectieuse guérie. Le deuxième petit détail, c'est l'éventuelle réactivation du virus B. Ça a été un peu aussi une polémique. On va en redire un mot en cas de co-infection VHC, VHB. Encore faut-il avoir vérifié le virus B avant, ce qu'il ne faut pas oublier. Et puis dans la vraie vie, il y a aussi les prêts, les assurances, et il y a un peu des nouveautés au niveau du droit à l'oubli. Alors si on revient sur le virus B... Donc la réactivation du virus B, en fait, c'est peut-être anecdotique, mais quand même prudence, puisque lorsque il y a eu des alertes, mais il y a eu, donc, diapositive suivante, une série de suivante, tu viens en arrière, 29 cas rapportés il y a assez récemment, donc là encore, là c'était il y a 6 mois à la SLD. Il n'y avait pas un choix particulier d'antiviraux direct, ça arrivait avec n'importe lequel. Ça survenait dans les 2 premiers mois de traitement et vous avez quand même sur 29 cas, 3 cas extrêmement sévères puisqu'il y a eu 2 décès et un transplanté hépatique. Donc sachez que dans le bilan initial de votre hépatopathie VHC, faites votre antigène HBS au même titre que vous faites le VIH, que vous recherchez éventuellement d'autres éléments d'hépatopathie, on l'a assez parlé avec le syndrome métabolique, et si l'antigène HBS est positif, faites votre ADN viral, et si tout ceci nous impose de surveiller les transaminases et l'ADN du virus B chez les porteurs de l'antigène HBS pendant le traitement. Donc le danger, c'est effectivement la simplification à l'excès, de dire vous avez du VHC, je regarderai ailleurs, je vous donne votre traitement pour 3 mois, basta, etc. Vous voyez les conséquences, ça peut être fâcheuse. Donc restons prudents, restons des professionnels et n'allégeons pas jusqu'à l'extrême la prise en charge de ces patients. C'est pas fréquent, mais il faut y penser. Voilà. Ça peut arriver. Nathalie, un mot pratique, parce que les patients on les guérit facilement, ils sont souvent peu sévères et ils restent peu sévères et ils font des demandes de prêt. Alors ça c'est un peu plus récent, mais les patients commencent à en parler parce qu'ils se relancent dans la vraie vie finalement, c'est ça. Donc ils se refont des projets, ils veulent acheter leur appartement ou d'autres choses et du coup ils ont souvent des questionnaires de prêt. Et on a le droit à l'oubli dont on reparle beaucoup pour les assurances qui sont dans le cadre de la convention AERAS. On vous a mis ici le site sur lequel vous pouvez éventuellement aller vous renseigner ou donner aux malades pour qu'ils puissent se renseigner. Alors le droit à l'oubli c'était essentiellement chez les patients cancéreux jusqu'à maintenant. Et quand on a un cancer traité, considéré comme guéri depuis 10 ans, on peut ne pas déclarer son cancer sur les questionnaires d'assurance. C'est même, je crois, 5 ans quand c'est des enfants de moins de 18 ans. Alors là, c'est différent dans l'hépatite C parce qu'il y a aussi un certain droit à l'oubli, entre guillemets, mais la situation est très différente parce que là, il faut déclarer l'antécédent d'hépatite. Si on ne le déclare pas, on est en faute et on peut être pris en défaut et que l'assurance ne fonctionne pas. Par contre, la nouveauté, c'est que si les patients sont guéris, ont une guérison virale, alors là c'est plus que 12 semaines, ils tiennent 48 semaines, mais si on est guéri depuis 1 an, bon ça va même relativement vite, et on peut avoir une absence de surprime ou ne pas avoir d'exclusion de garantie. Autrement dit, on rentre dans l'assurance normale à condition donc d'être guéri, d'avoir un score de fibrose inférieur à F2. Et c'est là où tout change, parce que si vous êtes F3 ou F4, là ils rentrent d'un peu plus près, ils peuvent éventuellement mettre des surprimes. Et puis des petits sous-critères, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une réinfection. Donc c'est la première fois qu'on a infecté, ça élimine les gens qui sont réinfectés. Les co-infectés VHB ou VIH, ils regardent quand même l'échographie, s'il y a une dysmorphie ou de la stéatose, ils sont attentifs. Et puis les facteurs de risque dont on en a parlé, les comorbidités. Donc par contre pour les malades c'est important parce qu'ils savent qu'ils peuvent, s'ils ont guéri et pas de fibrose, revenir dans le giron normal des... Pour finir, Bertrand, tu vas nous parler des traitements d'avenir proche. 2 minutes, parce que l'idée étant d'être pragmatique, c'est de parler de l'existant, mais l'avenir faire envie. Proche, et puis il faut s'habituer à certains noms de molécules qui vont arriver. L'avenir proche, c'est plusieurs choses. D'abord, on peut utiliser l'existant. La situation classiquement la plus difficile, c'est le patient cirrhotique de génotype 3, en particulier s'il a été pré-traité. Donc vous voyez qu'avec l'existant, par exemple, l'association Elbasvir-Grazoprevir et Sofosbuvir, plus ou moins ribavirine dans ce protocole, c'est ISL,
C'était un protocole qui visait à comparer 12 à 16 semaines de cette association avec ou sans ribavirine. Vous voyez que la moitié des patients étaient rechuteurs à PEG interféron ribavirine. Bien, vous voyez deux choses, que ça marche, et en particulier ça marche à 12 semaines et sans ribavirine, 94% de RVS chez ces patients particulièrement difficiles. Et vous voyez par contre que si on essaie de réduire un peu trop à 8 semaines, c'est pas encore ça, parce que c'est la seule situation où on a 2 rechutes virologiques, donc 2 vrais échecs, et non pas des perdus de vue ou autres. Donc 12 semaines reste encore nécessaire, mais avec l'existant on traite. Le futur c'est 2 associations, sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir, donc un inhibiteur de protéase, le voxilaprévir. Là, ce sont des patients qui ont été traités alors qu'ils étaient en échec d'antiviraux directs avec, comprenant des anti-NS5A, donc les Asvir. Vous voyez que dans cette situation également, 12 semaines, ça marche très bien. Grand nombre de malades, quand même. Grand nombre de patients, avec ou sans cirrhose. Ça marche, alors que les patients avaient, dans presque 80% des cas, des résistances. Donc on revient à ce que tu disais, il y a actuellement de moins en moins de problèmes avec cette situation, mais c'est quand même bien de les colliger. L'autre association qui va venir, il n'y en a que 2 qui vont arriver dans les prochains mois, c'est glécaprevir et pibrentasvir, les associations de la même firme, chez les malades non cirrhotiques, dans cette diapo, où vous voyez que ça marche indiscutablement, quel que soit le génotype, avec des échecs virologiques inférieurs à 1%, et une excellente efficacité, comme dans toutes les associations existantes actuellement. Et dans le cas particulier du cirrhotique, eh ben c'est pareil, ça marche, quel que soit le génotype. Donc on a à venir de plus en plus de solutions pangénotypiques qui s'affranchissent de l'état cirrhotique ou pas, de l'état pré-traité ou pas, de la charge virale, etc., etc. Donc une simplification qui va aller à l'extrême. Et je crois qu'on a fait le tour du sujet. J'ai une petite question là, une question intéressante. Je prescris un AVD, je ne suis plus hospitalier, c'est un peu le propre de notre association ici, où mon patient se procure le traitement. C'est une très bonne question. Où est-ce que le patient se procure le traitement? Très bonne question. Le patient peut se procurer le traitement actuellement, tous les traitements actuels et à venir, ça ne va pas changer, en pharmacie de dispensation d'établissement, c'est-à-dire publique ou privée, donc autrement dit une pharmacie d'hôpital qui fait de la rétrocession aux patients, ou et une pharmacie de clinique privée qui fait de la rétrocession, et ce sont essentiellement des pharmacies de cliniques qui font de la cancérologie, qui dispensent aux patients des médicaments carcinologiques en externe, et il suffit de présenter sa fiche de RCP. Alors une petite remarque à ce sujet. La question c'était peut-être le tampon. Est-ce que quand tu as ton ordonnance de cabinet, il faut, c'est simple et c'est facile pour tout gastroentérologue, parce que tout gastroentérologue travaille dans un établissement de soins privés, donc une clinique pour ses endoscopies. Il faut une pharmacie une ordonnance à en tête de l'établissement qui simplement est au moins le numéro finesse de l'établissement. Avec ça, il peut... Alors, je voulais compléter cette question qui est très bonne, parce que j'ai eu l'exemple dans ma région de quelqu'un qui est libéral et qui nous envoie des patients, mais qui a envoyé des patients dans un CHU. Et le CHU a refusé de délivrer le médicament, considérant qu'on maintenait les RCP. En disant, on a décidé dans cet établissement de maintenir des RCP, donc voilà. Ils changent de pharmacie. Alors, ou alors ils font passer les fiches chez nous. Il faut passer les fiches chez non, nous, mais en tout cas, ils changent de pharmacie, non, mais ou voilà. ils se plaignent à l'ARS. Oui, non, mais c'est ça. Parce que là, c'est un excès de... Non, ce qu'il faut bien c'est pas normal, excès de pouvoir. C'est pas le tampon du cabinet, c'est le tampon de la clinique. Voilà, c'est ça qui est... Une ordonnance d'établissement de soins, donc de clinique, avec le numéro finesse, point final. Et la RCP confiée au patient. Le patient dont on parlait tout à l'heure, dont on nous demandait si... transaminase augmentée. Avec des transaminases augmentées, mais une guérison à plus d'1 an. On nous demande, il n'y a pas d'alcool, mais il y a de la stéatose. Une solution pour la stéatose. Tout On va l'accompagnement refaire une dont on autre a conférence parlé. bientôt, mais ça nécessite Qu'est-ce que tu une autre ferais? conférence. On fait un tour de table rapide. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, Là, je fais exercice physique, diététicien ou nutritionniste et surveillance, avec surveillance de l'hépatopathie. Oui, ça, un peu sévère, en disant 3 mois, on contrôle les transats. Si les transats sont normales, c'est QFD.
aucun Et si les médicament transaminases ne sont disponible. pas normales. Et bien, si les transaminases sont pas normales, il m'arrive d'aller jusqu'à ponction de foie. Voilà. Oui, qui Voilà, va le te dire. fibroscan peut aussi parfois. Ouais, moi, être, je vais à ponction de foie dans ces La cas-là. question, Mais bon. c'est stéatose Ouais. et NASH ou Voilà. stéatose sans NASH. Voilà. Donc il y a des antécédents d'hépatite C, donc raison de plus quand même de voir c'est quel et tout. Voilà. Et s'il y a NASH, c'est soit aucun médicament parce qu'on n'en a pas, soit vitamineux selon les recommandations européennes, soit inclure dans un protocole parce qu'il y en a qui démarrent actuellement commence sur un petit plusieurs peu. molécules. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nos amis D'accord. des centres Voilà, il y a quand universitaires même des pour inclure les molécules patients dans les protocoles. qui apparaissent un petit peu. Question. Le président du CREG nous dit il faut mettre ça sur le site du CREG. On va vous mettre toutes ces diapositives sur le site du CREG. La dernière, tous ensemble. Et donc pour conclure, Et pour conclure, dépister et traiter tous vos patients. C'est D'une notre seule voix, c'est- d'une seule voix. d'une Notre seule sentiment voix. On vous a profond. Et convaincu. le message principal, j'espère qu'on vous a convaincu. Je pense que c'est une maladie qui n'a pas de raison de ne pas être traitée. Bah oui. Et qui a encore, par contre, le mot principal là-dedans, c'est dépister. Chercher. parce Oui, que, c'est ça. on C'est ça. évalue quoi, 150 000 personnes encore. Ah non, moins maintenant. Hein. Ah ouais, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est Enfin, à beaucoup moins de quand même. 100 000. Faut quand même aller les Ouais, chercher, beaucoup. hein. Oui, il y en a encore beaucoup. de il y en a gens à encore traiter. beaucoup. Donc, merci de nous avoir écoutés. Tout ce que vous avez vu là sera visible en webcast sur le site du CRED bientôt. Le tableau des recommandations AFF est disponible sur simple demande. La Les RCP diapositives sont fournies avec plaisir pour qui veut les réutiliser Ouais. autrement. C'est la collégialité du CREG. Absolument. Merci, bonne soirée, à bientôt pour Bonne les soirée. webstaff et à bientôt pour le Forum des pathologies du mois de décembre Décembre. à Paris, comme depuis 15 ans. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.